Des histoires universelles, ça n'existe pas. Alors, on a des structures d'histoires plus ou moins classiques, des types de récits que l'on peut retrouver plus ou moins dans chaque culture, des archétypes de personnages qu'on va pouvoir trouver au sein de plus ou moins tous les grands écrits. Mais des histoires universelles, non. Même les grandes religions peuvent pas prétendre à ça, alors pour les travaux de fiction, on peut se gratter. Pourtant, Superman. Superman est ce qu'on a de plus proche d'une histoire universelle, ou tout du moins d'un héros universel. C'est le héros le plus connu du monde, le héros le plus reconnaissable également. C'est le seul personnage de fiction qui peut prétendre à pouvoir être reconnu n'importe où sur la Terre. Le seul personnage de fiction aussi dont l'histoire, l'une de ces histoires, parce que ça aussi, c'est comme les évangiles, ça change au gré du vent, est la plus connue au monde, le personnage de fiction dont le comportement, la psychologie est la plus reconnue. Jure, je pense qu'il doit y avoir plus de personnes sur cette planète qui connaissent plus Superman que Jésus. Ce qui d'ailleurs en dit plutôt beaucoup sur la figure et le traitement mythologique que subit souvent le personnage. Alors, quand on nous annonce une nouvelle série Superman, quand on nous annonce une nouvelle fois un récit nous contant l'origine de Superman, on peut légitimement soulever un sourcil plus que circonspect. Parce que l'origine de Superman, c'est comme celle de Batman. Non, je retire ce que j'ai dit. C'est pire que celle de Batman. Tout le monde la connaît, tout le monde l'a déjà raconté 1001 fois, tout le monde sait ce qui s'est passé. C'est même plus vraiment une histoire, c'est carrément devenu un archétype, une base presque cliché que n'importe quel récit peut s'attribuer. Pourtant, si nombre de récits sont inspirés de l'histoire de Superman, de son archétype de personnage, de son origin story, cette fois, c'est l'inverse. Cette fois, c'est Superman qui va s'inspirer des autres. Cette fois, c'est l'homme d'acier et ses compagnons, leurs aventures et leurs résolutions, qui vont s'inspirer de l'autre type de récit super-héroïque le plus répandu au monde. Bref, aujourd'hui, on voit comment Superman est devenu l'ultime héros shonen. My Adventure with Superman semble de prime abord comme un projet assez insignifiant dans le monde de l'animation de DC. Faut dire que si Marvel brille par son absence dans ce marché de l'animation, exception bien sûr faite des récents What If et de quelques abominations comme l'effroyable film d'animation Iron Man, qui a quand même réussi l'exploit de me faire reconsidérer la nullité du film Ultramarine, et ça franchement c'est pas rien. D'ici, eux, l'animation, c'est plutôt leur domaine. De très bons OAV qui sortent régulièrement, des séries animées qui sont souvent soit cultes, soit décriées pour aucune raison, soit franchement drôles et de vraies réussites dans des places aux détracteurs de Harley Quinn, qui refusent de voir le personnage évoluer depuis sa création. Après, faut aussi regarder la réalité en face. DC ne sort pas que des masterclass. On a aussi des OAV immondes et surtout le multivers le plus pété de l'histoire, avec la suite d'OAV suivant Crisis on Infinite Earths, qui s'est récemment enfin fini et qui fut une catastrophe de bout en bout. Un jour je vous en parlerai, mais je vous jure que ces OAV sont une catastrophe de bout en bout. D'ailleurs, mais faut arrêter d'adapter Crisis. Que ce soit en live ou en animation, c'est toujours un désastre. Puis bon, Crisis, c'est bon, ça commence à être vieux, ça a 39 ans. Pas que je sois un immense fan de DC, mais on pourrait au moins passer sur Neo 52 ou Rebirth, je pense que ça serait pas mal, il est peut-être temps d'avancer un peu le schmilblick. Et je pense que c'est un peu pour ça que j'ai immédiatement eu un petit affect sur cette série. Certes, on reprend une origin story, et même la première de toutes quand on y pense, mais on le fait de manière originale, en s'éloignant des codes habituels. Bonne ou mauvaise, avant même de lancer l'épisode 1, je prenais déjà en compte que la série avait pour elle de franchement tenter quelque chose, de tracer son propre chemin, de chercher sa propre voie. Oui, l'inspi shonen, elle se sent déjà directement dans la note d'intention de la série. D'ailleurs, je ne vous apprends rien, mais vu l'ambiance chez la DC Productions actuellement, la production de la série a étonnamment été plutôt calme, annonçant en 2021 avec un casting et un studio, Studio Mir, qui était connu pour avoir adapté déjà La Légende de Korra, donc un studio que ici on aime beaucoup, même s'ils ont beaucoup de défauts, ça on va y revenir. La série s'est développée tranquillement sous un petit silence radio pendant 2 ans, survivant je ne sais pas par quel miracle à l'effondrement total du DC Universe et des projets de la Warner. La seule modification de la série ayant été son déplacement de Cartoon Network vers Adult Swim. De là à dire que la mort de Cartoon Network était déjà actée et connue en interne 3 ans à l'avance, il n'y a d'ailleurs qu'un pas. Cela dit, DC et la Warner naviguent tellement aux instruments depuis le désastre absolu du DCU que ça serait pas étonnant que rien de tout ça n'ait été prévu à l'avance. Cela dit, la série a eu l'aval de la seule et unique personne qui compte vraiment dans tout ce bordel,
vu que James Gunn a approuvé le projet et y a transmis sa sympathie. Ce qui aujourd'hui chez DC est en réalité la seule et unique chose qui compte. D'ailleurs quand on y pense, c'est quand même un petit peu flippant non hein, que le seul avis qui compte ce soit celui d'un seul et unique mec. Vous croyez pas que vous lui filez un peu trop de pouvoir au bon James là? Je sais bien que la Warner vendrait père et mère pour un succès de leur nouvel univers étendu, mais le coup du dictateur créatif, personnellement je suis moyen sûr pour le projet là. Mais en résumé, de quoi nous parle la série? Le pitch en lui-même n'a rien de bien original, certes, mais ça reste dans la droite lignée de ce que l'on peut attendre d'un animé Superman, le tout en y ajoutant ses propres petites touches d'originalité. Bien que le titre puisse supposer que le point de vue soit uniquement celui de Lois Lane, en réalité ils sont multiples. D'un côté, on suit un Clark Kent jeune, pas encore ni conscient de la pleine capacité de ses pouvoirs, ni de ses origines, et encore moins de son futur de Superman. Alien en quête d'une tranquillité, d'une vie normale, il vient d'arriver à Metropolis pour y faire ses premiers pas de journaliste. De l'autre, une Lois Lane, jeune reporter au Daily Planet, en quête d'une occasion de faire ses preuves, prête à manipuler les règles pour obtenir son scoop et pleine d'une énergie certaine. Et je voudrais commencer avant tout par le ton. My Adventure with Superman possède avant tout un ton rafraîchissant, positif et surtout un ton très inspiré shonen. Ce qui est parfaitement normal quand on y pense. Le comics et le manga, particulièrement le manga de type shonen, c'est deux médias qui ont toujours plus ou moins gravité sur la même orbite, sans clairement se toucher. Deux genres qui parlent au même public, généralement à la même tranche d'âge et qui génèrent les mêmes affects. Pourquoi croyez-vous que My Hero Academia, qui s'est d'ailleurs terminé il y a quelques jours, qui est très clairement le résultat de la collision de ces deux genres, marche aussi bien au local et à l'international? My Adventure with Superman, toute proportion gardée évidemment en termes de succès et d'audience, c'est le penchant occidental de cette collision. My Hero Academia a utilisé certains codes visuels et narratifs du comics dans une histoire fondamentalement shonenesque, avec brio d'ailleurs, même si de ce que j'ai compris la fin n'a pas vraiment satisfait beaucoup de personnes. My Adventure with Superman, elle fait l'inverse, en utilisant des codes narratifs et visuels du shonen dans une histoire fondamentalement comics. D'ailleurs, si les titres des deux œuvres sont si proches, je pense que c'est peut-être pas un hasard. Mais attention, l'un ne vampirise pas l'autre, ses inspirations pour cette nouvelle version de l'histoire de Kal-El, elles sont totalement assumées, jamais cachées, et même mises en avant. Des titres des épisodes qui sont clairement des refs à des classiques de l'animation japonaise, des ennemis au code couleur en passant par le visuel de certains pouvoirs de Superman, le tout en passant bien évidemment par d'énormes références dans les designs, mais ça on en parlera plus tard. Mais pour en revenir au ton, celui-ci est à la fois différent de celui auquel on pourrait s'attendre dans une histoire de comics classique, avec par exemple une très grosse emphase sur les combats en eux-mêmes, de leur mise en scène, à leur déroulé et surtout leur conclusion. Et là ça me tue de pas pouvoir vous les montrer pour ne pas vous spoil, mais il y a clairement des actions qui ne démordraient pas dans un foutu Gurren Lagann. Ceux qui ont vu la saison 2, le coup du ciel brisé, tout ça, je vous en dis pas plus, regardez, vous comprendrez. Quant au reste, on trouve bien le ton des bons comics Superman, ceux qui s'intéressent à l'humain derrière le costume, ceux où le super s'interroge sur sa place dans ce monde et son rôle ainsi que ses relations humaines. Beaucoup de la saison 1 sera ainsi tournée autour de la relation entre Clark Kent et Lois, de leur tourment bien humain, de leur romance aussi. D'ailleurs, celle-ci est plutôt cute à voir, loin des tartinages de bons sentiments qu'on pourrait voir ailleurs, et s'assume bien plus que ce que l'on pourrait voir dans un shonen par exemple. Quand je vous dis que la série prend aussi le meilleur des deux, ça vaut aussi pour ça. Pour en revenir à certaines thématiques abordées, la série porte clairement un discours plus moderne, tournant beaucoup autour de la question de l'acceptation, à la fois de Superman vis-à-vis de lui-même et de ses pouvoirs, de ses responsabilités, et aussi celle de la Terre et de ses habitants, vis-à-vis de ce super alien qui se dévoile à eux. Alors pour le coup, rien de bien neuf, vous allez me dire, pour le fils de la maison L. Et c'est plutôt vrai, c'est d'ailleurs un grand classique de Superman. Mais cette fois, la manière dont tout cela est amené rappelle pour le coup bien plus des visions plus modernes, dirons-nous, de Superman, et des thématiques que l'on pourrait bien plus retrouver paradoxalement dans les comics de son fils. Dans de très bonnes séries par exemple, comme Son of Kal-El, que je vous conseille très fortement si vous voulez mettre quelqu'un au comics. Si, vous savez, le personnage que ça fait 20 ans qu'il est là, qu'on a vu grandir depuis littéralement sa naissance, et que les droits tardés ont quand même pété un câble quand l'héritier de Superman s'est révélé être LGBT. Et en tout cas, s'il y en a un qui doit être bien content de cette version très positive et très good vibe du personnage, c'est certainement Jack Quaid. Déjà parce qu'il nous offre des excellentes performances en Superman, et parce que je pense qu'après 5 saisons de The Boys, ça doit lui faire du bien de tomber sur une série de super-héros positifs comme ça. D'ailleurs, il a même passé les auditions pour être le nouveau Superman en live. Alors, il a pas eu le rôle bien sûr, mais franchement, vu son énergie et sa positivité dans le rôle, j'aurais adoré voir ça. Mais pour être tout à fait honnête, la série a tout de même le défaut d'une saison 1 trop lente et friande d'une exposition un peu forcée. Agréable à suivre, bien sûr, mais quand même un petit peu trop occupée à nous présenter les futurs antagonistes récurrents, comme l'inénarrable Amanda Waller, qui a toujours le même niveau d'empathie et de tact qu'un agent de la CIA sous crack s'apprêtant à renverser un gouvernement de gauche en Amérique latine. Mais aussi Deathstroke. Oui, je sais qu'on dirait Victor Nikiforov de Vanilla on Ice, mais je vous jure que c'est Deathstroke.
Bon, par contre, je vous avoue que quand t'as grandi avec les Teen Titans et que Deathstroke est pour toi l'incarnation du mal, ça fait un petit peu bizarre de le voir en mode Bishonen qui réclame les faveurs de Maman Waller. Du côté des gentils, on aura aussi de belles réussites. Je pense particulièrement à Loïs et sa relation avec son père qui est vraiment bien fichu et a de bonnes thématiques. On a aussi ce gang de méchants pas très méchants qui ont un traitement vraiment sympa d'ailleurs. Pas vraiment gentils, pas vraiment méchants, avec leur sens de la famille, leur côté galérien et criminel, qui se sont retrouvés entraînés dans tout ce cirque sans trop le vouloir, mais gardant un certain code de l'honneur et une bonhomie, rappelant beaucoup les rogues de Flash. Et pour finir, bien sûr, un Lex Luthor qui, nom de Dieu, est totalement à 200% la version maléfique de Peach de Voltron. Mais malgré la présence d'un Luthor qui lui aussi est encore très loin de son plein pouvoir comme potentiel, de toute façon ça se voit, il a encore ses cheveux, cette saison 1 manque clairement d'un antagoniste marquant, une menace à même de réellement marquer Superman comme le spectateur. Heureusement, c'est pas le cas de la saison 2. Alors, vous le savez peut-être pas si vous ne vous butez pas aux comics depuis des années, mais l'origin story de Superman, elle a changé il y a quelques années. Avant, c'était le classique « Tiens, si on minait le cœur de la planète, qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?» Maintenant, c'est « Salut, moi je m'appelle Brainiac, et moi mon truc, c'est collectionner les civilisations et les planètes. Vous voyez cette planète? Bah maintenant, c'est à moi. » Et puis seulement après... Alors, Brainiac, en temps normal, moi c'est un méchant sur lequel j'ai pas la masse d'affect. Je sais pas, le coup du collectionneur maléfique, que ce soit pour Marvel ou pour DC, c'est jamais un trope de vilain qui m'a provoqué autre chose qu'un soufflement de nez. Brainiac de My Adventure with Superman est lui directement rentré dans mon top des meilleurs vilains de l'histoire des comics. I was once the artificial intelligence that ran through every ship, computer, city, and defense system in the Empire. Now I am the mind that controls this station. All that is left of Krypton. Ok, que l'on se le tienne pour dit, aucune série n'est meilleure que ses vilains. C'est une des grandes vérités du monde des comics, aussi vrai que Batman est surcoté. Et bah, mes cocos, là on est servi. Déjà, il y a sa voix, cette superposition des canaux, un son très grave et robotique et l'autre très émotif et tremblant, vraie voix de sociopathe se contrôlant à peine, ça donne un résultat absolument divin de sadisme terrifiant. Vraiment un gros big up à Michael Emerson et aux équipes techniques pour nous avoir donné ce résultat vraiment unique et marquant. Après, faut aussi dire qu'il est habitué aux méchants, vu qu'on l'avait déjà connu dans un OAV DC quand ils avaient donné le meilleur Joker après Mark Hamill dans The Dark Knight Returns. Faut croire que ce mec est fait pour doubler du méchant psychopathe. Et puis quand une bonne voix est supportée par de bons dialogues, moi je dis mais que demande le peuple? Your father was weak, with ambitions so small they could be contained within a cradle. Alors, écoutez, il est peut-être un petit peu lyrique à l'extrême avec ses longs discours de méchants très méchants, mais pour une fois qu'on ne se tape pas le trope de l'IA maléfique qui parle sans aucune émotion et qui est censé faire peur par son manque d'empathie, j'ai envie de dire, applaudissons le miracle qu'on ne se soit pas tapé un nouveau Skynet. Et puis c'est bon, hein, c'est Superman, hein, s'il y a bien un héros chez DC qui mérite d'avoir un méchant aussi mythologisé que les Brainiacs, c'est bien lui. D'ailleurs, en bon point, on peut noter que pour une fois, on évite le parallèle super classique mais aussi super chiant du Superman Jésus, et que ça, on va pas s'en plaindre. Mais pour revenir sur Brainiac, il se pose comme un antagoniste absolument parfait, bien plus manipulateur que bourrin, adepte de la guerre psychologique, complètement en power trip absolument jouissif à voir, et amenant des choses encore jamais vues, comme une prison mentale pour Superman où celui-ci peut vivre avec ses parents, manière intelligente et cruelle de se débarrasser du Kryptonien, et qui rappellera très certainement à certains d'entre vous un fameux épisode de Gurren Lagann, mais qui ne suffira évidemment pas à retenir le Kryptonien, et qui n'empêchera pas Superman de tenter de mettre fin aux agissements du robot, alors que celui-ci est pris dans sa meilleure game de Stellaris. I gave you a chance. I reached out my hand to bestow the favor of Empire, but you rejected me. You are a world in rebellion, and you will be purged. On notera aussi que cette série offre enfin l'occasion à un autre personnage de briller. Probablement un des persos les plus disrespects de l'histoire des adaptations de comics, celui à s'être tapé les films les plus abyssalement ridicules et pourraves de l'histoire, celui qui a souffert de la plus naze des séries de super-héros jamais faites, ce qui, vu les standards particulièrement bas de la CW, est clairement pas peu dire, Kara Zor-El aka Supergirl. Et oui, je sais, sa tenue c'est même plus une ref AC-18, là c'est carrément du cosplay.
Déjà, et c'est vraiment quelque chose que l'on peut mettre au crédit de la série, on a ici un personnage qui respecte dans son caractère celui du comics. À savoir que bien loin d'une simple version féminine de Superman, Supergirl est un personnage, quand il est traité avec respect, est vraiment intéressant. N'ayant pas grandi sur Terre et issu de la tradition militaire kryptonienne, elle est un personnage assez subtil en réalité. Assez peu attaché à la Terre, qui n'est sa terre d'adoption que par un concours de circonstances, elle réfléchit et agit la plupart du temps bien plus comme une kryptonienne que comme une terrienne. Ce qui au passage a toujours permis au scénariste de lui faire des trucs de dingue au niveau puissance, particulièrement en pré-crisis. Et c'était open bar, hein. Tu pouvais la voir pousser des planètes à bout de bras, péter des lunes d'un coup de poing, foutre des roustes cosmiques à son cousin, courser jusqu'au bout de l'univers, bref c'était le pré-crisis, c'était n'importe quoi. Et ici, Kara est traitée comme un vrai bon personnage. Survivante elle aussi de Krypton, mais à la différence de son cousin, élevée et manipulée émotionnellement par Brainiac pour en faire une arme vivante. Ça en fait un personnage très intéressant qui porte de bonnes thématiques, notamment la réaction mentale de quelqu'un qui voit la destruction de tout ce qu'elle avait tenu pour vrai, ainsi que sa découverte à la fois de l'amitié et de l'amour pour la première fois. Ah oui, parce que si on est dans les inspi shonen pour toute la série, on l'est aussi pour les romances. Ça tombe amoureux en un épisode et ça se tourne autour comme deux canards pendant tout le reste de la saison. Cela dit, je leur en veux pas parce qu'ils sont plutôt mignons au final. Évidemment, le personnage n'est pas défini que par ça, ça serait parfaitement ridicule et sacrément rétrograde. Kara, c'est un personnage qui va souffrir et se reconstruire durant toute la saison 2, pour nous permettre aussi de découvrir le vrai pouvoir de Brainiac, qui est bien plus que celui de la force brute et celui de la manipulation émotionnelle. Ce qui, quand on y pense, est parfaitement logique. Même une IA maléfique ne peut pas combattre un kryptonien de face. D'ailleurs, c'est très appréciable que ce soit à Kara et non pas à Superman que la série laisse la conclusion de la saison. Aidée de son cousin, bien sûr, mais cela reste elle qui finit son propre arc de rédemption dans un final aussi émotif qu'épique. D'ailleurs, je dois aussi souligner que je suis particulièrement aficionados du design de son nouveau costume, qui donne enfin au personnage son image de guerrière qu'il a toujours mérité plutôt que l'éternelle jupe rouge ou le décolleté délirant de Power Girl. Parce que oui, Power Girl c'est aussi une version de Supergirl, oui d'ici c'est le bordel. Même si je vais encore faire la même remarque que je fais pour toutes les séries animées par Studio Mir, à savoir que heureusement que j'aime leur design parce que c'est toujours les mêmes. Alors, c'est pas aussi visible que dans Voltron qui avait rip-off l'intégralité des chara-design de Korra, mais on retrouve encore et toujours les mêmes tronches, particulièrement chez les personnages secondaires. Comme j'ai dit, Luthor c'est 200% Pidge, lui c'est totalement Hank, les designs des robots rappellent énormément ceux de Voltron, etc. etc. Je sais que c'est pas un défaut monstrueux, bien sûr, et en plus je suis toujours aussi fan de leur animation, mais vraiment, par pitié, payez-vous de nouveaux chara-designers, parce que là ça fait quand même depuis 2014 et la fin de Korra qu'on se tape systématiquement les mêmes tronches sur toutes vos séries. Reste que c'est agréable pour un personnage de comics dans une telle adaptation, particulièrement un personnage issu de la mythologie Superman, d'être avant tout défini et intéressant pour son caractère et son évolution que par la force de ses points et ses compétences martiales. D'ailleurs, c'est aussi valable pour son cousin. Avec un Superman en début de carrière et encore loin de ses pleines capacités, la série pose bien plus un focus sur les tourments internes de ses personnages plutôt que leurs forces. Clark va très souvent devoir se dépasser, souffrir pendant ses combats, échouer pour briller encore plus fort, et comme je vous ai dit, on est totalement sur une inspiration shonen. Tout l'arc de Kal-El lors de la saison 1 tourne autour de cela. S'il prend l'habit et le rôle de Superman, c'est avant tout pour se trouver lui-même, pour déterminer une identité que sa condition d'alien caché lui avait toujours forcé à dissimuler. Clark Kent est avant tout une bonne personne avant d'être Superman. Ne pourrait-il pas voler ou n'aurait-il pas sa super force qu'il serait toujours cette bonne personne qui tenterait comme il le pourrait de faire le bien autour de lui. Ce côté incertain de lui-même, en quête de but et de réponse sur lui-même, en fait dans cette série un bien meilleur personnage que dans bien des adaptations, loin du boy scout ou du dieu indestructible, mais un jeune homme un peu perdu par tout ce qui lui tombe dessus et qui tente comme il le peut de concilier sa bonne nature avec ses pouvoirs. D'une certaine manière d'ailleurs, et c'est quelque chose qui se voit également dans les récents comics autour de son fils, ce nouveau traitement de Superman comme figure humaine avant d'être kryptonienne résonne beaucoup plus avec son temps. Pas que l'on rejette l'ancienne forme que prenait le héros, bien sûr, mais plutôt comme une évolution bienvenue du personnage qui permet de lui associer de nouvelles thématiques ou d'en remettre au goût du jour. Parce que oui, Superman, ça a toujours été un personnage extrêmement symbolique, avant tout un symbole des réfugiés et des exilés. C'était visible avant et ça l'est encore plus maintenant, d'où le ton très in your face parfois de la série, mais ça fait jamais de mal de le rappeler. Earth is for Earthlings. C'est quelque chose qui était visible dans les anciens comics du père, c'est quelque chose qui est extrêmement visible dans les nouveaux comics du fils.
qui vont y associer d'ailleurs aussi le symbole des minorités de genre, parce que quitte à représenter les minorités, autant qu'elles soient le plus diverses possible. D'ailleurs au passage ça nous donne une page très touchante de coming out dans Son of Kal-El que je conseille réellement de lire parce que c'est une putain de bonne série, et c'est visible dans cette série également. Et pour finir, parce que c'est toujours agréable, l'humour de la série est plutôt bien géré. Jamais là pour dédramatiser une scène intense, mais distillé au travers de quelques personnages clairement très fun. Que ce soit Steve, qui vraiment me fait tellement penser à Seahawk dans She-Ra, Jimmy et ses potes tous plus barrés les uns que les autres, Vicky Vale qui incarne la concurrence du Daily Planet et qui est très fun dans ses excès, et surtout l'inénarrable Perry White, un de mes persos favoris de l'univers Superman, toujours aussi perché et cynique comme dans toutes ses adaptations, pas pour rien que sa scène soit toujours ma préférée de BVS, c'est vous dire à quel point j'aime pas ce film. Crime wave in Gotham. Other breaking news. Water. Wet. Bref, My Adventure with Superman est clairement une réussite dont la saison 3 a été annoncée et validée, tout comme la présence de Superboy, Bizarro et un Lex enfin chauve, ce qui ne peut que me ravir, parce que vraiment le twink nerd à lunettes et son copain grand musclé aux cheveux blancs sapés comme s'ils allaient à leur première Pride, c'était plus possible. Mignon je dis pas, hein, mais en tant que figure du mal absolu, j'avais un peu de mal à y croire. Une série qui a réussi à unir des genres à associer avec brio le genre du comics et le genre du shonen, prenant le bon côté de chacun pour nous donner une série à la fois pleine de good vibes intenses dans ses combats, touchante dans ses relations entre ses personnages, avant de particulièrement briller lors de la saison 2. Et avec la fin récente et actée de My Hero Academia, je pense qu'on tient, sans vraiment le vouloir, son successeur, cette fois plus axé comics que shonen, mais tout aussi qualitatif, voire meilleur, parce que dans les comics, il n'y a pas d'arc de tournoi, et moi j'ai toujours détesté les arcs de tournoi. Peut-être que cette série est au final le meilleur moyen pour faire découvrir à un public plutôt habitué aux animés et aux shonen, le monde des comics et leur adaptation. En tout cas, une série que je vous enjoins à découvrir, que vous soyez fan de Slip Rouge ou de Slip Noir, parce que tout le monde peut y trouver quelque chose à aimer. Quant à moi, je vous dis à bientôt et salut!